Merci, on se retrouve encore. Cette fois-ci dans le cadre d'un autre panel. C'est le troisième depuis hier. On en a fait un sur les programmes Bachelor et le système LMD. On en a fait un ce matin sur le MBA. Et on en fait un ce soir sur la coopération qui peut exister entre les systèmes de formation du Nord et les systèmes de formation du Sud. Donc pour ce panel, nous sommes 4. Je salue Madame Simo Vigo, qui représente Montpellier-Dakar, avec nous M. Ouedraogo de l'ISM Dakar, et le professeur Nda, qui est de l'UIGB, et M. Guy Miral, que nous avons le plaisir d'accueillir en Côte d'Ivoire, qui vient au nom de l'ISTEC. Donc on commencera tout de suite par vous, M. Miral. Vous avez, depuis un certain temps, on le lit récurremment dans la presse, l'ISTEC Paris est en train de créer une porte sur Abidjan. Tout à fait. Alors, et comment est-ce que, d'où sort cette... quelles sont les raisons profondes de cette politique d'ouverture sur l'Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire? Alors, comme vous le savez, je vous l'ai dit, l'ISTEC depuis 3-4 ans se développe sur les pays du Maghreb et également sur les pays africains, dont le Dakar, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Cameroun. Alors pourquoi on fait ça? Simplement parce que d'abord il y a un besoin. C'est un marché qui s'exprime localement. On sent bien que les gens en Côte d'Ivoire et les universités, si je prends Ampateba puisque c'est notre partenaire que nous avons choisi, on sent très bien qu'ils ont un désir profond d'avoir des étudiants qui sont formés un petit peu à la méthode du Nord, puisque vous parliez du Nord et du Sud. Alors il y a des grands dilemmes aujourd'hui qui se posent dans la formation et dans l'enseignement. On sait que dans le Nord, maintenant, il ne se passe plus un système de formation sans un système de stage, sans un système de rapprochement des entreprises et des grandes écoles. Il n'y a aucune grande école qui travaille sans entreprise. Il y a encore un petit peu les universités qui ont un petit peu de mal à s'y mettre, mais les grandes écoles ou les universités modernes, elles travaillent obligatoirement avec les entreprises. On ne peut pas former des gens d'une manière uniquement pédagogique sans avoir un esprit pratique. Bon. En Afrique, il se pose un problème, c'est que faire de l'alternance, faire de la VAE, faire des stages, c'est beaucoup plus difficile qu'en Europe. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous, on a l'habitude de le faire. Si je prends l'exemple de l'ISTEC, c'est l'ISTEC à peu près 1500 entreprises partenaires, c'est-à-dire des entreprises qui payent une cotisation à l'ISTEC pour pouvoir obtenir les élèves en stage, en formation, etc. Donc c'est absolument important qu'à côté de la pédagogie, il y ait la formation. Alors quand on a un partenariat avec une école, comme en Pateba par exemple, eh bien on va travailler sur les programmes pédagogiques. Il est certain qu'il y aura une duplication des programmes français avec les programmes ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'un étudiant qui ne peut pas aller faire ses études en Europe, par exemple, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas bénéficier du même type d'enseignement, de formation. Parce que plus tard, quand il sera employé dans les sociétés et dans les groupes internationaux, il ne faut pas qu'il ait un système de formation inférieur ou différent. Ça ne veut pas dire qu'il est inférieur en qualité. Il est inférieur en résultats par rapport à ce que demandent les entreprises. Donc il faut vraiment qu'on soit nord comme sud, déjà sur les mêmes bases pédagogiques. À côté de ces bases pédagogiques, je pense qu'il faut également développer tout ce qui est les nouveaux produits qui marchent très bien dans le nord par rapport au sud, l'alternance. Par exemple, ce n'est pas ici qu'on va trouver facilement des cursus en alternance. Ça ne se fait pas. Les cursus de professionnalisation, ça ne se fait pas. En Europe, maintenant, c'est quand même de plus en plus indispensable que l'on puisse faire ça. Pour deux raisons. Parce que, outre ce côté indispensable de rentrer entre la pédagogie et la vie professionnelle, il y a aussi le financement des études. Beaucoup d'alternants, beaucoup de stages professionnalisants, c'est dans des entreprises qui payent les études aux étudiants. Donc en fait, on voit quand même que c'est un apport énorme. Sauf que le Sud, pour pouvoir rentrer en alternance, il faut souvent avoir un curriculum vitae et avoir déjà prouvé qu'on avait fait de l'alternance et des stages. Et ça, vous ne l'avez pas, et là on peut vous apporter des choses, parce que c'est important qu'on puisse développer ce type de concept. En plus, outre ces problèmes-là, on peut commencer ses études à Abidjan, on peut les finir à Paris, en 4e ou 5e année de master par exemple. Là aussi, l'interculturel est indispensable. Aujourd'hui, quel est l'Africain, quel est l'Européen? Dans nos écoles européennes, on envoie nos élèves partout dans le monde. Pas pour les faire voyager, pas pour faire du tourisme, pour qu'ils en tirent quelque chose d'important. Et vous, vous avez un handicap de ce côté-là, parce que vous n'avez pas cette possibilité-là. Et justement, l'apport d'écoles comme les nôtres
que ce soit Montpellier, que ce soit l'ISTEC et autres, eh bien on va pouvoir vous donner cette possibilité, cette ouverture, parce qu'on a les contacts avec les entreprises, on a les contacts avec les universités dans le reste du monde qui peuvent bénéficier à l'Afrique. D'accord. Et M. Méral, en Pateba, c'est la première porte d'entrée sur l'Afrique de l'Ouest où il y a déjà des démarches d'entrée en Afrique de l'Ouest à travers d'autres pays, à travers d'autres écoles. Je vous ai dit, le Sénégal, Dakar, on a un type de partenariat identique, Ouagadougou, Burkina Faso et Yaoundé au Cameroun. Parfait, voilà. Parfait. On reviendra sur le fonctionnement de ce partenariat. Tout à fait. Mais permettez-moi de voir avec notre représentante de Montpellier, Dakar. On en discutait un peu en aparté. Ce n'est pas une délocalisation de Dakar, de Montpellier, c'est plutôt une représentation de Montpellier à Dakar. Comment ça fonctionne, ça ? Alors effectivement, ce n'est pas une délocalisation, c'est un bureau de recrutement qui a deux objectifs, c'est de recruter les étudiants au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale et également de former, puisque nous avons des experts internationaux, les cadres des entreprises, des grandes firmes internationales. Voilà, ça ce sont les deux objectifs. Alors pourquoi une représentation ? Parce que Montpellier Business School a une politique d'égalité des chances. Elle considère que quand nous nous installons dans un pays, même si ce n'est qu'une représentation, nous devons apporter quelque chose à ce pays à travers cette politique et nous offrons des bourses aux étudiants qui ont réussi le concours, qui sont placés dans le haut, dans l'excellence et qui ont à la fois le critère social. Alors il faut savoir qu'une bourse, c'est 22 500 €, près de 15 millions de francs CFA, qui couvrent la scolarité et qui couvrent les frais de vie de l'étudiant et le billet d'avion aller-retour pour Montpellier. Voilà, donc nous sommes installés à Dakar depuis 2 ans et à ce jour, sur les 3 rentrées, y compris celle de 2016, eh bien, nous aurons attribué 28 bourses. Voilà, ça vous permet de voir, je vous laisse faire le calcul, ce que ça représente. Mais en même temps, il faut savoir qu'une bourse n'est pas attribuée que pour 1 an. Si l'étudiant est en terminale et fait 5 ans, à partir du moment où il aura validé son année, la bourse va se prolonger sur 5 ans. Si c'est un licencié, il part en master, donc sur 2 ans. Alors, une fois cumulé, ça représente des sommes faramineuses. C'est notre contribution, c'est la façon dont nous opérons sur ce continent pour permettre à des gens qui sont excellents, et Dieu sait s'il y en a, on en voit tous les jours, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, de leur permettre, pour ceux qui n'auraient jamais cette possibilité, de leur offrir cette chance. Voilà, c'est notre façon de nous implanter. Ça, c'est sûr. On viendra tout à l'heure à Prosoninda pour parler de l'expérience de l'IUGB qui est carrément atypique. Mais je voudrais poursuivre avec vous parce qu'en fait, et je cherche à savoir si cette représentation de Montpellier à Dakar, donc sur l'Afrique, je suppose que ce n'est pas la seule. Ou c'est la seule représentation sur l'Afrique ? Pour l'instant, c'est la seule en Afrique, mais pas dans le monde. D'accord. Et est-ce que cette représentation aussi a pour impact de suivre, d'abord, de créer de la proximité avec les étudiants ? Tout à fait. Et de suivre éventuellement ceux qui rentrent dans le circuit Montpellier et qui, par la suite, vont rentrer dans le système professionnel. Est-ce que ça crée un système d'encadrement, un système de suivi de ces étudiants-là ? Oui, tout à fait, parce que le but, quand nous offrons ces bourses, ce n'est pas de laisser l'étudiant après ou en France ou dans un autre pays. Le but, c'est qu'il acquiert les compétences et qu'il revienne au pays contribuer au développement de son pays. C'est ça que nous souhaitons. Nous avons attribué des bourses à des Ivoiriens. La première, c'était une jeune fille de Mamie Fété qui avait 15 ans quand elle a obtenu sa bourse et qui avait eu son bac avec mention bien, qui aujourd'hui réussit brillamment à Montpellier et dont le rêve est de pouvoir continuer d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour revenir dans son pays ici, à Abidjan, et contribuer à son essor. Voilà, c'est ça qui est important aussi. C'est sûr. Prosenda, vous disiez tout à l'heure dans nos échanges qu'il y a beaucoup d'étudiants qui essaient d'aller étudier aux États-Unis,
vraiment dans des conditions pas très faciles. Et le projet de l'UIGB, c'était d'encadrer tout ça dès le départ. Donc en 2006, c'est ça que vous avez créé. En 2005, quand vous lancez le projet UIGB, vous avez plus ou moins un contexte qui rend ça possible ou c'est spontané. Qu'est-ce qui justifie ça? Merci beaucoup, Athanase. Avant de créer UIGB, une étude a été faite en Afrique de l'Ouest pour voir les besoins en termes d'éducation supérieure. Et la conclusion de cette étude, c'était qu'en Afrique de l'Ouest, les parents, les élèves avaient besoin d'enseignements de type américain. C'était les conclusions de l'étude. Et cette étude a été financée par Georgia State University. Donc, après l'étude, la question s'est posée, comment offrir cette éducation aux Ivoiriens? Parce que déjà, les Africains commençaient à aller aux États-Unis. Donc, il fallait trouver un modèle qui soit en même temps un transfert de connaissances et qui fait que l'éducation des enfants reste en Afrique et qu'on s'approprie cette éducation. Donc l'idée a été lancée de créer une université en Côte d'Ivoire avec comme programme les programmes américains et où les frais de scolarité seront moindres et qui va permettre aux étudiants de rester ici, d'étudier ici et de retourner directement sur le marché de l'emploi. Donc voilà l'idée qui a nécessité la création de IUGB. D'accord. Donc professeur, on sent dans votre intervention quelque chose qui est revenu dans les propos de M. Méral oui. Et de Madame de Montpellier, c'est qu'on est tous à la recherche de quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, devrait créer de l'impact sur la formation qu'on fait, mais surtout créer de l'impact sur l'employabilité des étudiants. Exactement. Et quand vous dites type américain, quelles sont les caractéristiques particulières de ce type de formation et comment est-ce qu'il vient répondre, un tant soit peu, à ce besoin d'insertion, à ce besoin d'emploi en fait, de vos étudiants? Merci beaucoup. Quand on prend les universités africaines, on voit que souvent la formation est plus théorique, il n'y a pas de pratique. Et c'est pourquoi on a créé les grandes écoles pour résoudre ce problème de pratique, d'application pratique des connaissances théoriques. Dans le modèle américain, les deux sont combinés. Si vous êtes en informatique, vous prenez des cours théoriques, automatiquement vous avez l'application et vous devenez opérationnel quand vous finissez votre bachelor. Vous n'avez plus besoin de faire une grande école. L'université, c'est en même temps la grande école. Donc, on a voulu répliquer ce modèle en Afrique, avoir une structure où les étudiants ont la formation théorique et en même temps la formation pratique, pouvoir être opérationnel tout de suite quand ils quittent l'université avec leur diplôme. Donc, c'est pour cette raison qu'on a choisi le modèle américain. L'autre élément aussi, c'est qu'on a vu qu'il y avait une distance entre les professeurs et les élèves dans le modèle africain. Le professeur était tout puissant, l'élève était l'apprenant, il venait apprendre et le professeur avait la vérité. Dans le système américain, c'est une dialectique. L'étudiant, c'est vrai que le professeur a les connaissances, mais l'étudiant aussi vient pour participer à sa formation. Il fait la recherche, il peut même corriger le professeur. Donc c'est un système flexible où l'étudiant a sa place. Le centre de l'éducation, c'est l'étudiant. L'étudiant oriente un peu ce qui se passe. L'étudiant décide des cours qu'il veut prendre avec un programme déjà établi selon les semestres. Il décide des cours, il décide de laisser tomber les cours ou de continuer quand il veut. Le professeur est là pour accompagner l'étudiant et il y a une certaine complicité entre l'étudiant et le professeur qui fait que l'étudiant n'a pas peur du professeur, mais l'étudiant considère le professeur comme un ami, une personne qui est là pour l'aider à achever son éducation. Donc c'est un échange mutuel qui fait que le IUGB s'est départi un peu du modèle traditionnel d'enseignement qu'on avait, qui est que le professeur a toutes les connaissances et l'étudiant est là pour accepter tout ce que le professeur dit.
on s'inscrit vraiment dans des pratiques interactives, en fait. C'est ça. De sorte que Oui. le professeur apprend de l'expérience de l'élève et l'élève aussi apprend de l'expérience de son professeur. Voilà. C'est très innovant. Monsieur Ouedraogo, vous disiez avec l'ISM il y a quelques heures, Oui. que l'ISM est en train de trancher avec certaines pratiques. Notamment, j'ai retenu 2 choses. Vous formez pour l'auto-emploi, d'accord? Et puis après, deuxième chose, vous faites de la soutenance classique qu'on avait l'habitude de voir. Vous faites, au lieu de faire un mémoire comme ça, vous proposez à l'étudiant de présenter un projet d'entreprise qui servirait de mémoire de fin de sa formation, d'accord? Est-ce que ça, par exemple, ces modèles que vous développez à votre niveau, est-ce que c'est le fruit de votre partenariat avec des écoles à l'étranger ou ce sont vos partenaires d'écoles qui vous suggèrent ces modèles? Est-ce que ce sont tels qui vous inspirent ces modèles? Merci. Je voudrais, avant de répondre directement à votre question, revenir sur le thème de la coopération des systèmes de formation entre le Nord et le Sud, qu'on ne peut pas analyser en dehors de la coopération globale Nord-Sud. Les années post-indépendance, quand on parle d'éducation dans le public ou dans le privé, c'est quoi? Il y avait un système de bourse où tout le monde devait aller étudier en Europe. De 50 à 80, dans nos pays francophones que je connais très bien, vous avez le bac, mention bien, souvent même pas la mention, vous y allez. Donc, il y a 3 phases dans le système de coopération là. La première phase, c'est OK. D'abord, nous avons hérité, pays francophones d'Afrique, nous avons hérité du système éducatif, comme d'ailleurs nous avons hérité de plusieurs d'autres systèmes de la France et des pays européens. Donc, faites comme nous, c'est ça, les programmes, les contenus, faites comme nous, et puis après, on vient donner une bourse à vos meilleurs étudiants pour qu'ils aillent étudier en France parce que c'est nous la référence. Ça, c'est de 60, 70, 80, 90. Et puis après, très progressivement, on a compris que la balance est un peu équilibrée quand ceux qui sont allés étudier là-bas sont revenus et ont voulu changer de l'intérieur le système éducatif qui était en place, qui ne correspondait plus aux besoins de la population qui est en place, en termes d'emploi, en termes d'adaptation, offre, demande et employabilité sur le terrain. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une vague des premières coopérations où le système éducatif du Nord va progressivement entrer en Afrique avec des partenariats, etc. et tout. Donc aujourd'hui, ce n'est pas venez étudier chez nous, c'est nous qui venons vers vous pour plusieurs raisons. Je pense que si Montpellier est à Dakar, si beaucoup d'autres écoles sont à Dakar, par rapport au financement et un certain nombre de points, c'est bien pour quelque chose. Parce que à qui profite le système de coopération? Aux étudiants que nous formons. Les étudiants que nous formons, ils sont censés évoluer où? Ils sont censés évoluer en Afrique. Donc le premier système a montré ses limites parce que c'est venir étudier en Europe pour venir travailler en Afrique. C'est que quand on revient en Afrique, on est dépaysé. D'accord? Donc il faut former sur place et importer certaines des techniques, des avantages que le système européen a, combinés avec notre contexte à nous. Une formation ne se définit que dans un contexte, et ça c'est très important, pour pouvoir effectivement définir les critères de développement de nos différents pays. ISM a commencé en 92, pour revenir à votre question, et très vite, on s'est inspiré du modèle américain, Business School. Parce qu'en 92, personne ne croyait à l'enseignement supérieur privé. À Dakar, la première année blanche, c'est en 88. Donc notre fondateur, M. Amadou Diao, revient de France. Il voit une opportunité. Le système éducatif public est en crise. Il ouvre la voie. Il crée l'ISM en 92. Il s'inspire du modèle américain. Les premiers graduations
la formation très pratique dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire type MBA où vous avez des consultants. Et ça, c'était une rupture. C'est-à-dire que ce n'est pas des professeurs d'université, etc. On créait le lien entre le monde de l'entreprise et la formation. Donc, les premiers formateurs à l'ISM, c'est des consultants qui n'avaient pas forcément le bagage académique, etc., mais qui venaient partager leur expérience parce que justement, ceux qui profitaient de la formation devaient aller en entreprise. D'accord ? Donc, c'est comme ça que très vite, on s'est inspiré du système américain. Et puis, très rapidement, on a évolué, etc. Après, le CAMES est venu et on a comme ça évolué, on a ouvert la voie. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, pour revenir à votre question principale, ça n'a pas été inspiré par les écoles partenaires. C'est tout simplement qu'on formait pour aller dans la fonction publique, on formait pour rechercher du travail. Les travers de l'école publique, où on dit qu'aujourd'hui on forme des chômeurs et qu'il y a une inadéquation formation-emploi. Eh bien, on passe à une étape aujourd'hui où il ne faut plus former pour mettre dans la tête des étudiants qu'ils doivent aller chercher de l'emploi, mais il faut leur montrer qu'ils doivent eux-mêmes créer de l'emploi. Et donc, ce changement de paradigme-là doit se faire. Et ça rejoint le modèle américain. Très peu d'Américains font le PhD. Dans le système anglo-saxon, un MBA, ça sert quoi? C'est un laboratoire, un MBA. J'ai un projet, je viens, j'apprends les outils et je vais l'appliquer. Parce que justement, ce sont des formations qui sont censées former des gens qui vont en entreprise. Donc l'entrepreneuriat aujourd'hui s'impose à nous avec le calendrier global, l'agenda global mondial de l'entrepreneuriat un peu partout, etc. Donc ça s'impose aujourd'hui et il faut qu'on arrive à ça. Tout à fait, tout à fait. Prosanda, je reviens vers vous et pour vous demander concrètement votre partenariat avec Georgia State, ça fonctionne comment? Ok. D'abord, l'université avait été créée à partir d'une convention qui a été signée entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement américain à travers Georgia State University. Donc, comme le besoin était là de créer un système éducatif anglo-saxon en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien et le gouvernement américain ont décidé de s'y donner. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, il y a eu des ententes qui ont été signées. Et le rôle de Georgia State University, c'était de nous aider à implanter l'université, en apportant leur expertise, en apportant aussi leur savoir-faire en termes de création de programmes, en termes d'organisation du programme, etc. Parce que c'était nouveau pour IUGB. Donc au départ, moi j'étais aux États-Unis, j'étais professeur aux États-Unis, à Rochester Institute of Technology. Et quand le président Salih Touré a été nommé, il a fait venir des experts des États-Unis, dont moi, pour venir créer le modèle américain. Donc nous sommes venus concevoir l'école de business et tous les programmes de l'école de business calqués sur le modèle américain. Et Georgia State University avait une très grande représentation dans ce groupe-là. Donc nous avons créé, et donc au départ, on n'avait pas les professeurs, on n'avait pas les ressources, on n'avait pas l'expérience de la gestion de ce genre d'école. Donc Georgia State University est venu nous prêter l'expertise jusqu'à ce que nous-mêmes, nous puissions prendre la relève. Et aujourd'hui, nous avons pris la relève. Avant, c'était un 2+2. Les étudiants venaient, ils faisaient 2 ans chez nous pour le bachelor et ils allaient finir leurs 2 ans aux États-Unis. Mais depuis 2014, nous sommes maintenant capables de délivrer le bachelor nous-mêmes. Donc nous n'avons plus besoin de Georgia State et pourtant le partenariat existe toujours. Les étudiants qui veulent partir à Georgia State peuvent partir parce que nous n'avons pas tous les programmes. Ils ont plus de programmes que nous. Mais les programmes dans lesquels nous sommes, la plupart des étudiants restent et ils restent ici pour au moins finir le bachelor et aller continuer le master's. Et avec vous, on est dans quelque chose qui existe depuis 2006 quand même. 2005. Depuis 2005. 2005. Avec l'ISTEC et en Pateba, on va voir quelque chose qui va se mettre en place. Donc, je reviens à M. Méral tout à l'heure.
Et je vais avoir avec Jacqueline. Aujourd'hui, Montpellier Business School, représenté en Afrique, représenté à Dakar, quel est l'impact sur la politique de Montpellier en Afrique? Quel est l'impact que ça crée? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de recrutement? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de retours sur l'Afrique? Est-ce qu'il y a une meilleure visibilité sur les possibilités que Montpellier peut avoir avec les étudiants en Côte d'Ivoire? Je sais que vous êtes revenu en Afrique, vous êtes venu plusieurs fois en Côte d'Ivoire, vous êtes partout sur le continent, vous faites beaucoup de choses. Quel est l'impact aujourd'hui de cette représentation sur la politique d'internationalisation de Montpellier? Alors, il est évident que qu'il y a un impact, notamment sur le recrutement, mais en même temps, on a parlé tout à l'heure de bourses, mais il n'y a pas que les bourses. On a voulu répondre au problème de l'employabilité et on a donc créé l'alternance internationale. Lors des concours et des passages devant les jurys, il y a avec nous dans les jurys des chefs d'entreprise, des DRH de grandes firmes qui vont voir passer des étudiants et vont repérer des jeunes qui, une fois le concours réussi, seront, on va dire, cooptés pour dans 2 ans. En général, ça se fait au niveau des licences. Donc, ils partent, ils font leurs 2 années, et notamment la 2e année en alternance dans l'entreprise qui l'a coopté en Afrique, notamment au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, et dans l'entreprise en France. Après, une fois le diplôme obtenu, ils reviennent donc dans l'entreprise qui les a cooptés au départ pour y travailler. Donc ça a un impact non seulement au niveau du recrutement des étudiants, mais ça a un impact aussi sur le retour, sur l'embauche. Et nous avons pensé que comment contribuer justement pour l'emploi, eh bien ce serait par le biais de l'alternance, puisque comme le disait tout à l'heure notre ami de l'ISTEC, on ne peut pas aujourd'hui ici avoir le financement lié à l'alternance, mais ce financement on peut l'avoir en France. Ce qui explique aussi pourquoi on fait partir nos étudiants en France pour bénéficier de ce système. Aujourd'hui, à Montpellier Business School, sur 3000 étudiants, nous avons 903 étudiants alternants. Ce qui représente aussi une bourse, puisque c'est l'entreprise qui finance les études et qui donne une rémunération sur le biais d'un contrat d'alternance, qui est un contrat de travail. Donc par ce biais-là, on va contribuer non seulement à la formation, mais au retour dans le pays avec un contrat de travail. Donc recrutement et embauche. On travaille sur en fait ces 2 points-là, c'est l'insertion professionnelle. Un diplôme grande école, c'est très bien, une insertion professionnelle derrière, c'est aussi bien. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Monsieur Méral, comment va se mettre en œuvre de manière très pratique cette présence désormais de l'ISTEC Paris à Abidjan, à travers son partenaire Empateba? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que l'ISTEC Paris envoie ses professeurs? Est-ce que vous envoyez votre expertise? Qu'est-ce qui va être le cachet particulier que l'ISTEC Paris va avoir avec son partenaire Empateba? Je vais vous dire facilement les deux, mon général, parce qu'il est bien évident que, d'abord, une chose qui m'a fait plaisir, c'est la façon dont mon voisin a relaté les rapports entre les étudiants et les professeurs. Alors sachez qu'à l'ISTEC, c'est comme ça depuis des années, parce qu'on est une école à taille humaine, on est une grande école, mais à taille humaine. Et c'est vrai que l'expertise que vous disiez des États-Unis, nous la pratiquons déjà depuis de nombreuses années. Et je crois qu'en fait, beaucoup les premières écoles de commerce en France, enfin, les grandes écoles ont cet esprit il n'y a pas de différence de limite entre les étudiants et les élèves. Ça on l'a. C'est quelque chose qu'on va également transporter ici. On va apprendre à nos partenaires en Pateba d'avoir ce type de formation. Ce matin, je peux vous dire qu'on a travaillé sur, par exemple, comment on recrute les professeurs. Bon, je lui ai expliqué comment nous recruter nos professeurs, qu'ils soient des professeurs-chercheurs, parce que vous savez que pour avoir le grade de master, il faut avoir un certain nombre de chercheurs, de professeurs-chercheurs dans les établissements. Mais comment on recrute également nos business professeurs. Donc il est certain qu'en Pateba va bénéficier de professeurs de Paris, de l'ISTEC, qui vont venir. À chaque fois que je vais venir
en Côte d'Ivoire, je m'arrangerai pour qu'il y ait toujours un cycle de formation internationale, puisque c'est mon dada et que je suis professeur de relations internationales à l'ISTEC. Je ferai en sorte qu'on puisse faire un séminaire, où on puisse faire des temps forts dans le programme qui vont justement permettre aux élèves de leur communiquer comment nous, on travaille en France. Vous disiez à juste titre l'alternance. Hein, c'est important. Ici, vous avez un mal fou à avoir de l'alternance parce que ce n'est pas culturellement une habitude. Il n'y a pas les lois non plus qui permettent l'alternance parce que l'alternance, ce n'est pas qu'une habitude, ce n'est pas qu'une volonté des écoles, c'est également une volonté de l'État d'accepter de faire les lois qui permettent aux entreprises de prendre des gens soit en formation de professionnalisation, qui a un statut très particulier, soit en formation d'alternant, qui a également un statut particulier. On a des places qui sont limitées. Il ne faut pas croire qu'une école va dire « je peux faire 50% de mes élèves en alternance ». Non, non, c'est la région économique qui subventionne les entreprises et donc l'école indirectement, qui permet d'avoir X places en alternance. On n'en est pas là en Afrique, mais peut-être que justement notre partenariat va pousser les autorités africaines à prendre en compte ce besoin nécessaire de plus en plus, qui est justement tous ces contrats de professionnalisation, tous ces contrats d'alternance. Je ferai un petit retour en arrière sur la valorisation d'acquis d'expérience. C'est quelque chose qui marche beaucoup en Europe. Et ça a du mal à partir, mais ça part bien. Mais je peux vous dire que c'est presque plus important pour l'Afrique, la valorisation d'acquis d'expérience, c'est important en Europe, c'est indispensable. Mais chez vous, c'est aussi indispensable, sinon plus. Parce que vous avez eu beaucoup de gens qui ont eu un manque en formation dans leur jeunesse, qui ont acquis une expérience professionnelle, et celle-ci n'est pas valorisée à sa juste titre. Et la valorisation d'acquis d'expérience, ça ne s'obtient pas comme ça. Il y a un premier livret à faire, il y a un deuxième livret à faire, il y a vraiment une soutenance à faire. Donc je veux dire que la personne qui va se retrouver avec un master en valorisation d'alternance, c'est pas quelqu'un qui va le faire en 2 mois. C'est presque 1 an de formation, enfin, c'est un cycle de formation. C'est quelqu'un qui continue à travailler dans sa société, qui a envie de changer de société, parce que c'est pas à vous que je dirais que quand vous avez un master et que vous êtes postulant pour un emploi, par rapport à celui qui ne l'a pas, vous avez un petit avantage. Et si vous n'avez pas eu la chance de l'avoir pendant votre école, comment vous faites pour avoir l'avantage ? Vous ne l'avez pas. Le seul moyen de l'avoir, ce n'est pas la valorisation d'acquis d'expérience. Ça aussi, ça fait partie de la loi, ça fait partie aussi des choses que l'on peut aider. On a vu le Premier ministre, vous l'avez vu, il est très attentif à ça. Mais quand je lui ai parlé de la valorisation d'acquis d'expérience, tout de suite, il a percuté en disant « ça, c'est un chantier qu'il faut qu'on mette en œuvre ». Eh bien, quand vous voyez que le Premier ministre de Côte d'Ivoire vous dit « c'est un chantier qu'il faut mettre en œuvre », c'est grâce à la coopération entre des écoles comme l'ISTEC et Ampateba, mais comme d'autres écoles, qui apportons à chaque fois ce petit plus qui ne peut qu'améliorer la condition de valorisation du travail et d'expérience en Côte d'Ivoire. Ça, c'est parfait. Et M. Méral, on va essayer de prendre sur ces propos-là votre mot de fin, en rappelant en fait que les partenariats entre écoles du Nord et du Sud, d'une manière ou d'une autre, présentent un réel intérêt pour les deux continents, pour les 2 écoles qui se mettent ensemble. Opportunité de marché d'une part, mais opportunité surtout d'améliorer l'efficacité, la performance de nos ressources humaines. Alors je vais vous dire, ça améliore les deux. Faut pas croire qu'on ne fait qu'améliorer le Sud par rapport au Nord. Le Nord s'améliore et s'enrichit aussi par rapport au Sud. Et ça, je crois que c'est important parce que, nos étudiants, pourquoi on a envie de faire ça pour l'Afrique ? D'abord parce que la France et l'Afrique, c'est quand même... c'est une longue histoire d'amour. C'est une longue histoire d'amour. Alors il faut le dire tel que c'est. Et l'amour, ça n'a pas de frontières. C'est pas à vous que je le dirai. Donc voilà. Alors d'abord, c'est une grande histoire d'amour. La deuxième chose, c'est que nos étudiants en Europe, on les a envoyés partout dans le monde faire des stages aux États-Unis. Nous, on a une université américaine avec qui on est en chose, comme université danoise, etc. On travaille déjà en collaboration. Donc on s'est enrichi d'une manière interculturelle. Il n'empêche que notre université de San José, c'est pas mal, on est content d'envoyer nos étudiants, mais on a un retour sur investissement. Et ces retours, quand on va faire avec l'Afrique, ça va être la même chose. Quand Ampateba va faire des programmes, peut-être que des étudiants d'Ampateba pourront aller à l'université de San José, alors que jamais ils n'auraient pu y aller sans le partenariat avec l'ISTEC. Donc c'est un plus. Et nous, qu'est-ce qu'on en prend ? Mais on apprend plein de choses ici. On apprend plein de choses.
Comme vous apprenez plein de choses, vous savez, l'enseignement, c'est un perpétuel recommencement. Donc, je veux dire, on enrichit le Nord comme le Sud et le Sud comme le Nord. Voilà. Je pense que ça c'est vraiment très marqué avec l'expérience de l'ISM. Parce qu'effectivement, quand on prend l'histoire de l'ISM depuis 1992 et qu'on regarde l'évolution en termes de partenariat que l'ISM a développé avec les grandes écoles, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, comment ces partenariats se sont transformés et pour aujourd'hui des partenariats qui soient constructifs aussi bien pour l'ISM que pour ces écoles, on se rend compte que c'est quelque chose qui doit s'inscrire à la fin dans une durée. Il ne faut pas que ça se limite juste mais il faut vraiment de l'amélioration continue pour qu'on arrive à quelque chose qui crée de l'impact. Est-ce que l'expérience de l'ISM montre vraiment cette amélioration continue aujourd'hui? Vous sentez qu'il y a eu du parcours, du chemin et que tout ça a contribué à faire de l'ISM aujourd'hui une école de référence pour l'Afrique? Bien sûr, je vais partager 2 exemples de coopération entre l'ISM et puis ses partenaires au Sud. En 2009, Wharton aux États-Unis, HEC Paris et ISM ont collaboré autour de ce qu'on appelle le MBA Exchange Programme. On a importé, en MBA, on utilise les études de cas. Ces études de cas-là sont écrites dans des contextes du Nord, avec des entreprises du Nord qui sont pour la plupart du temps méconnues de nos étudiants en Afrique. Et à l'analyse, ISM a décidé de mettre en place ce qu'on appelle les African Business Case Studies, c'est-à-dire une banque d'études de cas qui a été rédigée dans le contexte africain avec des entreprises africaines pour aussi changer le paradigme que comme quoi les entreprises africaines réussissent aussi. Qui fait qu'on a introduit ces études de cas-là à MBA. Vous allez aux États-Unis, vous faites un MBA, vous sortez avec au minimum 10 études de cas. Ces études de cas-là reflètent l'économie des États-Unis, les entreprises que vous étudiez. Donc l'étudiant qui sort avec un MBA, il a appris en classe au moins 10 cas d'entreprises de secteurs d'économie différentes. Et c'est ce que nous avons voulu faire. Nous avons ciblé des entreprises, nous les avons amenées dans notre salle par le biais des études de cas, de telle sorte que l'étudiant qui sort après un MBA, qu'il comprenne comment évolue telle entreprise dans tel contexte, dans tel secteur africain et comprendre les problématiques des entreprises africaines. Et nous avons collaboré autour de ça et aujourd'hui, dans nos MBA à ISM, on utilise des cas internationaux, mais aussi des cas africains. Ça, c'est un modèle de coopération qui est très marqué. Aujourd'hui, un exemple de coopération aussi, récemment, et c'est la première édition, avec Sciences Po Paris et University of Cape Town, UCT et ISM, on a créé le programme Lead Campus, qui est axé sur 3 aspects. Myself, donc tout ce qui est développement personnel, compréhension de soi, My Business et My World. Une formation, 1 semaine en Afrique du Sud, 1 semaine à Dakar, 1 semaine à Paris. Voici un exemple de coopération, de formation, Sud-Nord, Nord-Sud, qui marche très bien. Parfait. D'accord. Et aussi, vous avez au niveau de la méthodologie, donc les études de cas, la pédagogie. À ISM, nos partenaires nous envoient l'expertise. Donc, Faculty Exchange. On a des visiting professeurs qui viennent partager leur expérience au niveau international. Il y a aussi Content Development. Mais c'est là où, au niveau du Content Development, qu'il faut que les universités africaines marquent leur identité. Okay. C'est-à-dire que le développement de nos MBA, le contenu de nos MBA doivent en priorité adresser les problématiques économiques, sociales et culturelles africaines. Parfait. Et c'est là où je parlais de contexte. Parfait. Ça, c'est très important. Parfait. Et puis s'ouvrir ensuite au monde. Et je pense que cette coopération-là, quand les universités viennent en Afrique, c'est justement pour comprendre dans quel contexte former ces jeunes-là qui seront les leaders d'Afrique demain. C'est aussi s'inspirer de ce contexte et comprendre quelle peut être la contribution des universités du Nord aux problématiques effectivement africaines auxquelles nous faisons
nous faisons face. Voilà un peu. Tout à fait. Monsieur Mera, je vous laisse continuer. Je pense que vous avez dit. Quand vous parliez de la durée, déjà, vous savez, un master, c'est en 5 ans. Un bachelor, c'est en 3 ans. Donc, on s'inscrit obligatoirement dans la durée. Et puis, je dirais que dans un système de coopération, que ce soit Ampateba et l'ISTEC, je dirais même combat. Parce qu'à partir du moment où on fait un partenariat, que ce soit nous, que ce soit vous, que ce soit vous, avec une autre école, c'est un combat de formation qu'on inscrit sur le long terme. La formation, c'est obligatoirement du long terme. Il n'y a pas de formation d'1 an. Il n'y a pas de formation courte. La formation, d'abord, on se forme toute sa vie, à titre personnel. Donc, il est bien évident que déjà, à l'école, il faut donner le maximum. Je dis, moi, Ampateba, ISTEC, même combat pour gagner de la formation, pour gagner de l'interaction, pour gagner de l'enrichissement dans le Nord comme dans le Sud. Et ça, je crois que c'est important ce que vous dites. Et on peut vous apporter tous ces stages. Comment voulez-vous qu'un étudiant ivoirien puisse trouver un stage dans une société à Paris s'il n'y a pas de partenariat avec l'école? C'est pas possible. C'est impossible. Hein, pas plus qu'aux États-Unis d'ailleurs. On a tous le même problème. Donc il est bien évident que ces partenariats sont indispensables à l'avenir de vos propres étudiants. C'est pour ça qu'on est content, nous, d'aider Ampateba, parce que c'est vraiment, je dirais que c'est vital. Et quand on fait de l'enseignement, il y a une vocation. Là aussi, il faut rappeler que les enseignants, c'est des gens qui ont une vocation d'apporter un savoir. Et surtout, nous, on dit aux étudiants, ce n'est pas nous qui vous apprenons quelque chose. C'est vous qui êtes les propres acteurs de votre formation. Et ça, c'est important de le signaler. Merci, M. Meral. Non, M. Ouedraogo, je vais vous revenir pour finir tout à l'heure. Et avant, je vais permettre à chacun de vous avec M. Meral, c'est vraiment maintenant que démarre le partenariat avec Ampateba. Donc, on est plutôt dans l'avenir. Et avec Montpellier, on a déjà une histoire qu'on peut raconter avec l'UIGB, on a déjà une histoire qu'on peut raconter avec Georgia State. Et moi, j'ai envie de demander à Montpellier, qui est en train de faire un travail considérable sur l'Afrique à travers Dakar, quelles sont les perspectives aujourd'hui de cette présence sur l'Afrique? Qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on doit attendre pour les années à venir d'un point de vue internationalisation de Montpellier sur l'Afrique? Alors Montpellier a toujours été de tout temps, dès le départ, tourné vers l'international. C'est pas une nouveauté. C'est quand même une vieille dame, 1897, donc on peut mesurer le chemin parcouru et ce côté international. Aujourd'hui, nous sommes là, comme nous sommes présents en Colombie et autres, pour justement apporter notre contribution. Tout à l'heure, on parlait d'une histoire d'amour entre la France et l'Afrique. C'est une longue histoire, effectivement. Et c'est dans ce sens-là. C'est pas seulement, on parlait tout à l'heure d'impact, recrutement et autres. Ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, ce que l'on veut, c'est de pouvoir progresser tous ensemble, nord-sud, sud-nord, et que l'on puisse entraîner avec nous tous ceux aussi qui n'ont pas eu cette chance de leur donner à travers différents systèmes, pour que ce soit bourse ou alternance, pour les emmener vers la meilleure formation et un retour dans le pays, puisqu'ils ont tous envie de revenir et de contribuer au développement de ce pays, et de le faire tous ensemble pour un enrichissement mutuel. C'est surtout ça, à mon avis, ce qui est le plus important. Prosenda, quelles sont les perspectives de votre collaboration avec Georgia State? J'ai entendu que maintenant vous développez pas mal de partenariats avec d'autres écoles. Qu'est-ce qu'on doit attendre de l'UIGB dans quelques années? Bon, je pense que notre partenariat ne se limite pas à Georgia State, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, nous avons au moins 5 partenaires formels aux États-Unis. Il y a Georgia State, il y a University of Houston, il y a University of Alabama at Birmingham, il y a aussi l'Université de Central Arkansas et puis Minnesota State University. Et aujourd'hui, nos étudiants aux États-Unis sont éparpillés, répartis dans plus de 30 universités. Souvent, quand il n'y a pas de partenariat formel, les étudiants qui veulent aller aux États-Unis, à travers nous, cherchent leurs universités. Et c'est l'une des rares universités en Afrique où, quand les étudiants vont, presque l'intégralité de tous les cours qu'ils ont pris chez nous sont acceptés. Chez nos partenaires, nos 5 partenaires, il n'y a pas de question. Quand l'étudiant quitte chez nous, déjà son bulletin de notes est dans leur système. Ils acceptent tous les cours sans poser de questions. Parce qu'ils sont
conscients de la qualité que nous avons ici. Dans les autres universités, les étudiants vont d'eux-mêmes et ces universités découvrent que c'est des étudiants de qualité. Je viens de recevoir 2 emails de nos étudiants qui viennent d'avoir des awards. Vous voyez, donc ça fait qu'il y a des étudiants qui nous demandent pardon pour qu'on leur envoie des étudiants. Donc nous, la perspective que nous voyons, la collaboration avec Georgia State nous a permis d'être autonomes. Et c'est ce que nous recherchions. Nous voulions que le transfert se fasse en Afrique, que nous puissions maîtriser tout le processus et que nous puissions faire la formation sur place. Nous l'avons parce que nous délivrons maintenant des diplômes. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons arrêter les partenariats. Parce qu'il y a des disciplines où nous n'avons pas de programme. Et quand les étudiants viennent vers nous, qui veulent faire ces disciplines qu'on n'a pas, on les oriente vers nos partenaires. Donc je pense que nous allons continuer le partenariat. Maintenant, nous nous orientons vers l'Europe. Nous avons déjà 2 partenariats en Europe. Il y a un partenariat sur lequel on est en train de travailler. Nous avons un partenariat avec Toulouse Business School. Nous avons un autre partenariat avec Subdeco La Rochelle. Nous sommes en train de discuter avec Sciences Po Paris. Et les partenariats avec l'Europe, c'est un peu différent des partenariats avec les États-Unis. C'est que c'est la double diplomation. Avec Toulouse School of Business, nos étudiants font 2 ans ici. Ils vont faire la 3e année à Toulouse. Ils reviennent faire leur 4e année à UGB. Et ils ont la double diplomation de UGB et de TBS. Donc voilà ce que nous poursuivons maintenant en ce qui concerne les partenariats en Europe. Nous allons aussi nous tourner vers l'Asie. Nous avons contacté des universités indiennes, japonaises, etc. Donc nous avons attaqué les États-Unis avec plus de 30 universités. Là, nous avons à peu près 3 universités en Europe. Nous allons partir en Asie et au Moyen-Orient, etc. Vous avez un grand chantier. Okay, merci. Et je vais permettre à M. Ouedraogo de dire son mot de fin en donnant également les perspectives de partenariat que l'ISM va certainement des perspectives de consolidation aussi, hein, parce que vous avez pas mal de partenaires déjà, et certainement des partenariats que vous allez nouer davantage dans l'avenir. Mais vraiment en 1 minute. Hein. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, ISM a des partenariats en Europe, principalement en France, et progressivement aux États-Unis et en Asie. Et en Asie aujourd'hui, avec les Chungcheon University en Corée du Sud, et puis nous avons un centre Afrique-Asie pour développer ce partenariat-là. En termes de perspective, ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut que la coopération soit équilibrée. Chez nous, on reçoit chaque année des étudiants européens, français, coréens, qui viennent passer 6 mois, 1 année, étudier à ISM et puis repartir. Je pense qu'il y a une vague. Et aujourd'hui, la perspective, c'est que de plus en plus, l'Afrique doit être connue. C'est le continent d'avenir et dans tous les domaines. Nous, on connaît plus l'Europe que l'Europe ne connaît l'Afrique. C'est très clair. Ça se sent au niveau des étudiants. Pour plusieurs raisons historiquement. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent découvrir l'Afrique pour plusieurs raisons. Parce que c'est peut-être demain le continent où ils feront des affaires, feront du business. Donc ils viennent en Afrique en stage international. Ça se faisait, mais ils viennent beaucoup en Afrique en stage international et nous recevons. Et c'est une fierté pour nous de recevoir des Japonais, des Coréens, des Français, 6 mois, 1 année ici. Et c'est ça aussi pour nous, la coopération. Pas que dans un seul sens, mais dans les deux sens. Parce qu'on a beaucoup à apprendre, comme on a beaucoup aussi à partager. Et c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Il faut que nous soyons prêts à donner dans tous les domaines, de la même manière que nous soyons prêts à recevoir dans tous les domaines. Je pense que ainsi, la coopération pourra être beaucoup plus fructueuse. Merci. Monsieur Meral, c'est avec vous qu'on va finir. J'avais envie de demander, mais quelle est la liste c'est vous qui êtes beaucoup plus en perspective en fait, parce que déjà avec Montpellier on a des histoires à raconter, avec l'UIGB on a une expérience et des histoires à raconter, avec l'ISM on a des histoires à raconter, et vous avez vraiment un avenir à construire en fait. Donc dites-nous un peu de à quoi on doit s'attendre dans cet avenir, ISTEC, Empathé Bas, et puis ça sera notre mot de fin en fait. Bah écoutez, je pense que d'abord l'avantage c'est quand on met quelque chose sur les fonds baptismaux, on sait qu'il y a l'avenir qui est devant. Donc on a ça. L'avantage aussi, c'est qu'on va apporter plus de 50 ans d'expérience de l'ISTEC.
On va apporter plus de 57 universités dans le monde partenaires dans lesquelles les gens de Ampateba pourront bénéficier, puisqu'on travaille avec des universités chinoises, Argentine, Australie, États-Unis, enfin en Europe, on a déjà un réseau de partenaires importants. Donc tout ça, c'est en fait, je dirais, un bébé qui naît avec plein de chance autour de lui, puisque tout ce qu'on apporte, c'est un mariage aussi. Vous savez, quand on fait un partenariat, Ampateba et ISTEC, on se marie pour le bonheur, on ne se marie pas pour le malheur, on se marie pour l'espoir. Quand on se marie, tout est beau, la vie est belle. Donc on va apporter, je pense, tout notre savoir-faire, tout notre réseau international, les professeurs qui voudront bien le faire, il y en a plein, je peux vous dire qu'ils seront très contents de venir faire des cours, et puis toute notre engineering pédagogique qu'on a mis au point pendant 50 ans et qui ont fait que l'ISTEC fait partie des 13 écoles qui ont le grade de master en France. Vous savez, je dis toujours, il y a 840 écoles de commerce, de management, de marketing en France. Sur les 840 écoles, vous n'en avez que 13 qui délivrent le grade de master. On en fait partie, comme vous. Donc je veux dire, on est peut-être une petite école à taille humaine, mais on est parmi les 13 grandes écoles qui font le grade de master. Et ça, aussi, on l'apporte dans la corbeille de mariée avec Ampateba, qui va pouvoir bénéficier de... On n'a rien à cacher. On est une association, on n'est pas là pour faire des bénéfices. On est là pour faire de la formation, de la pédagogie et rendre l'élève... Moi, je dis toujours, le seul plaisir que j'ai, c'est de voir mes élèves heureux, mes étudiants heureux. Notre but, c'est de faire des étudiants heureux. Alors qu'ils soient ivoiriens, français ou autres, l'essentiel, c'est que ces étudiants soient heureux, ils soient épanouis et qu'ils voient l'avenir avec un grand soleil rayonnant. Voilà. Ça, c'est un bon mot de fin. Madame Simo-Vigo, merci beaucoup. Merci à Montpellier d'être venu sur ce marché. Monsieur Mezordro pour l'ISM. Prosenda, merci. Monsieur Miral, merci beaucoup. Merci à l'ISTEC. Je vous remercie à chacun et à tous pour avoir suivi ces échanges-là. Je pense que l'intérêt, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y ait coopération dans le sens nord-sud ou dans le sens sud-nord. L'intérêt aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où il y a une compétition qui se mondialise, où nos étudiants au sud doivent être aussi compétitifs que nos étudiants au nord pour pouvoir s'arracher les opportunités que crée aujourd'hui cette mondialisation de l'emploi. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous remercie. À très bientôt pour le marché des Business Schools l'année prochaine. Merci.